Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le vendredi à 17h45 en direct, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour un cas d'analyse fondamentale. C'est Nicolas Decaux, gérant chez Clartan, qui est avec nous ce soir en plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là. Et le cas d'analyse, le cas d'investissement que vous nous proposez aujourd'hui, c'est le cas Airbus, un cas parfait dans l'actualité du rebond de marché qu'on connaît depuis un peu plus d'un mois, puisque ça a été un des grands gagnants de ce rebond initié depuis fin septembre sur les marchés européens. Mais avant d'en venir à la partie boursière, Nicolas, quelques mots peut-être de la perspective historique qu'il faut avoir sur ce groupe Airbus qu'on a connu comme étant EADS il y a encore quelques années et qui est un des rares grands succès industriels européens. On peut le dire comme ça, Nicolas ? On peut le dire comme ça, enfin c'est un grand succès industriel européen. Alors l'histoire d'Airbus, les racines remontent aux années 50-60 où la France, l'Angleterre, l'Allemagne avaient commencé à travailler ensemble, notamment dans l'aéronautique militaire. Ils avaient fait le Transal et le Tornado, pour ceux qui connaissent les vieux avions. Ensuite, Airbus, la branche civile, a été lancée en 1969. Ils ont lancé les études d'un premier avion, l'A300, en 1973, qui est arrivé sur le marché à peu près 10 ans plus tard. Ensuite, dans les années 80, ils ont lancé l'A320, la famille de l'A320, qui est bien connue maintenant. Et puis, dans les années 90, ils ont lancé l'A330 et l'A340, qui sont des longs courriers. L'A340 a 4 moteurs et l'A330 a 2 moteurs. Et donc ils étaient en concurrence directe avec Boeing, qui est le grand concurrent historique d'Airbus. Voilà. Après, EADS, donc il y a eu tout un mécano industriel. On a assemblé des sociétés françaises, notamment Aérospatiale et puis Matra du côté français, ce qui s'appelait DASA, qui était ils avaient mis ensemble plein de sociétés allemandes d'aéronautique. Tout ça a été fusionné à la fin des années 90. Ça a donné le groupe EADS en 2000, dont en fait la division civile qui s'appelait Airbus était de très très loin la plus grosse, qui reste aujourd'hui la plus grosse. Et en 2013, je crois, de mémoire, EADS s'est transformé en Airbus, mais c'est exactement le même périmètre qu'en 2000. Voilà. Quand vous analysez les tendances de fond qui marquent aujourd'hui le secteur aérien, le secteur de l'aéronautique, ce que cherchent les compagnies aériennes qui sont les clients d'Airbus, en quoi Airbus est bien positionné aujourd'hui par rapport à ces tendances ? Alors, ce qui fait la force d'Airbus aujourd'hui, c'est d'avoir une gamme d'avions très complète, dans le civil. Et ce que cherchent les compagnies aériennes, en fait, avec la démocratisation de l'industrie du transport aérien, ce que les compagnies veulent, c'est des avions qui consomment le moins possible, qui font aussi le moins de bruit possible, et dans lesquels on peut mettre le plus de gens possible. Et dans ce cadre-là, Airbus a une très bonne gamme, notamment sur les courts courriers, sur la famille A320 et surtout l'A321. Alors, la raison, c'est que, en fait, les avions qu'Airbus fait, en général, ce sont des modèles qui durent plusieurs décennies. Donc, par exemple, l'A320, ça a été lancé en 1984, et Airbus a lancé une modernisation en 2010, qui est un très grand succès, en fait, qui s'avère être un très grand succès. Et Boeing a du mal à suivre avec son B737 MAX. Donc, le Airbus, c'est l'A320 Neo, la famille des A320 Neo remotorisés. Et Boeing a suivi avec le B737 MAX. Mais le problème du 737, c'est que le 737 original avait été créé dans les années 60, c'est-à-dire avant les 2 premiers chocs pétroliers. Et donc, en fait, il n'a pas été prévu pour être aussi efficace en termes de consommation de carburant au départ, et notamment pour être efficace en termes de consommation de carburant. Ce qu'il faut, c'est avoir des gros moteurs. Le moteur, en fait, dans ces avions, ce qui fait la poussée, c'est l'hélice. En fait, c'est un gros avion à hélice qui est la physique, c'est mécanique, oui. Et donc, pour ça, il faut avoir de la place pour mettre sous l'aile un gros carter. Et en fait, l'A320 qui a été lancé dans les années 80, ils y avaient déjà pensé, en tout cas plus que pour Boeing. Et donc, quand la remotorisation a été faite à la fin des années 2000, Airbus a pu mettre un plus gros moteur. C'est assez simple. Il y a un moteur qui fait un diamètre d'à peu près 2 mètres, alors que Boeing, c'est 1,75 m. Et donc, l'avion est plus efficace et donc plus économe en carburant que le Boeing. Et ces programmes qui datent d'avant tout ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans, oui, ils sont totalement
totalement valable dans l'univers post-Covid toujours. Ah oui, oui. Il n'y a pas d'interrogation là-dessus. Non, aucune. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'annulation de commande. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, Airbus a été contraint de baisser sa production dans le Covid. Donc en 2019, Airbus a produit environ 850 avions. C'est un peu plus que 850 avions. Ils sont tombés à 511 en 2020. D'abord, le premier confinement, ils ont été obligés d'arrêter. Puis ensuite, les compagnies aériennes leur ont dit on va prendre les avions, mais plus tard. L'année dernière, on était autour de 620. Cette année, ils pensent qu'ils vont faire 700. Donc cette année, on est encore très en dessous de 2019. Ouais. Et ils pensent que vers 2025-26, ils vont remonter à 1000, ce qui est quelque chose de plus normalisé, je dirais, par rapport à la demande structurelle. Et ça veut dire que le risque d'exécution industrielle, il est limité. C'est-à-dire on est encore en dessous des capacités qu'ils étaient capables de servir pré-Covid. Et donc, cette marche-là, elle est facile, enfin elle est facile, c'est jamais facile, mais le risque d'exécution est limité. Alors le risque d'exécution est relativement limité parce qu'en fait ils remontent à des cadences, ils étaient déjà à ces cadences-là avant. Qu'on connaissait, oui, c'est ça. En revanche, ce qui a changé, c'est que le marché du travail américain est beaucoup plus tendu, notamment dans certains secteurs. Et en fait, là, dans la remontée, ce qui a posé problème, c'est les moteurs. Donc, les moteurs, par exemple, il y a deux types de moteurs sur la 320. Il y a le GTF de Pratt & Whitney et il y a le LEAP du consortium GE et Safran. Et quand on en discute avec Safran, ils sont assez frustrés et ils disent qu'en fait, notamment aux États-Unis, c'est très difficile de produire parce que les gens en fait ont été licenciés et c'est très très difficile de les faire revenir, même 2 ans ou 3 ans plus tard. Et donc, ça a ralenti la production des moteurs et Airbus s'est retrouvé l'année dernière avec un certain nombre d'avions sans moteur au parking qu'ils attendaient de livrer. On voit que ça commence à s'améliorer, mais ça prend du temps. Mais bon, le temps va faire son affaire. Oui, bien sûr. C'est une anecdote industrielle de plus dans ce phénomène de pénurie, de manque de main-d'œuvre qu'on peut avoir dans l'aéronautique, mais dans d'autres secteurs également. Est-ce qu'il y a encore une concurrence ? Alors, on a parlé du duopole Boeing-Airbus pendant des années. Est-ce qu'il y a encore une concurrence aujourd'hui ? Il est plus fort que jamais, je crois, le duopole aujourd'hui. Il y a clairement... En fait, les deux concurrents qui essayaient de rentrer, c'était Embraer et Bombardier. Et ils essayaient de rentrer par le bas, en fait. Ils avaient fait des avions d'affaires, un peu comme Dassault. Et puis, un jour, ils se sont dit, on va faire des programmes où on va aller chatouiller l'A319. Là, on va essayer de voir si on ne peut pas concurrencer Boeing sur Airbus sur la 319. Et notamment, Bombardier a fait un très bon avion qui s'appelait le C-Series. Et en fait, il a eu énormément de problèmes à démarrer. Alors, personne n'a jamais dit pourquoi, mais enfin, en tout cas, les compagnies, quand vous leur demandez, ni Airbus ni Bombardier ne vous dira exactement ce qui s'est passé. Ma conviction, c'est que la concurrence d'Airbus et Boeing, par les prix, a été vraiment très très difficile pour Bombardier. Et finalement, Bombardier, qui était en difficulté financière, a fini par capituler et à vendre un tout petit peu plus de la moitié du programme à Airbus. Aujourd'hui, c'est l'A220 et c'est un très très bon avion. Et donc, ça a fini dans les mains d'Airbus. Et même dans le duopole, est-ce que c'est un duopole aussi équilibré qu'avant ? Alors, il est moins. Alors, ça dépend des segments. Dans les longs courriers, Boeing a un léger avantage. Le 787 a un léger avantage sur la 350, hors problème de production. Là, en ce moment, ils ont beaucoup de problèmes de production. C'est-à-dire que Boeing, quand ils se marquent pas un but contre leur camp, ils sont plutôt assez bons, notamment dans les longs courriers. Par contre, dans les courts courriers, il y a, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, il y a un gros avantage à Airbus, et notamment dans le segment de la 321. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, dans le carnet de commandes, qui est une bonne mesure pour voir un peu qui a l'avantage, le concurrent de la 321, c'est le 737 MAX 10, et le carnet de commandes de Boeing, c'est environ 700 appareils. Et pour la 321, qui fait quasiment 50% du carnet de commandes du segment A320 pour Airbus, c'est de l'ordre de 3500. Donc on est 80-20. Donc là Airbus... exactement. Et en fait, le problème, c'est que le 737, c'est un avion qui... On est en dehors de l'enveloppe originale pour ces avions d'environ 250 passagers. Ils ont essayé de le tirer un peu trop. Ils ont essayé de mettre des moteurs un peu trop gros. Donc ça fait un avion un peu moins efficace. Ils ont plus de mal à le vendre. C'est un avantage pour Airbus de faire la course en tête, ou il y a toujours le risque du leader qui ne peut
que se faire rattraper peut-être à un moment. Alors il y a un peu le risque du leader qui risque de se faire. De toute façon, Boeing, c'est une très très bonne compagnie. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ne mène pas la vie dure à Airbus. Non, donc voilà. Maintenant, Boeing a un avion s'est lancé en fait sur le 737 Max. Je pense que c'était une erreur. Ils auraient dû faire un avion tout neuf. Ils ne l'ont pas fait. Le risque, c'est que demain matin, ils se disent eh ben, ça marche pas, on va faire un avion tout neuf. Et ils ont un peu essayé c'était un peu leur idée quand ils ont parlé de ce qu'on appelait le middle of the market en 2018-2019. Ils cherchaient un avion qui était entre le 787 et le 737 et qui était fait en fait pour venir concurrencer l'A321 et puis la partie basse, je dirais, du 350. Et en fait, il n'y avait pas assez, le marché n'était pas assez grand. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est encore pire parce que les compagnies aériennes ne sont pas du tout en état de passer des commandes, elles n'ont juste pas assez d'argent. Mais si Boeing se fait trop corneriser, il risque d'être agressif. Ouais, d'être agressif, de lancer un investissement. Bon, ça coûte 15 milliards, hein, donc c'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère, mais c'est ça le risque. Ouais. Donc, vous appelez ça le dilemme du maillot jaune. Voilà. J'aime bien l'image. Bah oui, parce que Airbus est clairement maillot jaune. Enfin, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, alors après ils vont pas forcément rester maillot jaune. C'est un peu un Tour de France qui se finit jamais. Hein, c'est ça. Mais à trop vouloir, à trop prendre de distance par rapport au peloton, on risque de déclencher une réaction d'agressivité du peloton qui peut à un moment être contre-productive ou en tout cas jouer contre soi. Voilà. Mais je pense qu'Airbus ils en ont conscience. Oui, ils en ont conscience de ça. Maintenant, le moyen en fait pour éviter que Boeing ait une réaction agressive, c'est de laisser des parts de marché à Boeing en vendant ses avions un peu plus chers. Si on les vend plus cher, forcément les gens vont se retourner vers Boeing et ça va s'équilibrer un peu. Et donc voilà, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire tranquillement et jusqu'à la prochaine génération d'avions où là, les cartes seront complètement rebattues. En 30 secondes, si on peut, Nicolas. Oui, c'est donc un bon moment pour détenir Airbus en portefeuille, hein, et c'est le cas chez Clarton Associés. Oui, je notais, c'est un titre qui n'a pas encore recouvré la baisse, enfin en tout cas qui n'est pas revenu sur les points d'avant crise Covid. Hein. Exactement, oui. Et en fait, c'est pas absurde parce que la production elle-même et le chiffre d'affaires et les profits ne sont pas revenus au niveau de 2019. Mais par contre, ce qu'on a aujourd'hui, c'est on a une visibilité qui ne fait que s'améliorer. Vous parliez avec les invités précédents de la Chine qui rouvre. Ça, c'est sûr que c'est très très bon pour le trafic aérien et c'est très très bon pour Airbus et même Boeing. Merci beaucoup Nicolas. Merci d'être venu évoquer ce cas passionnant d'Airbus, qui a été d'ailleurs, et je le disais, effectivement un des grands gagnants du rebond auquel on assiste toujours d'ailleurs depuis la fin du mois de septembre. Le titre a dû reprendre plus de 20-25%, même peut-être dans cette phase de rebond, quand le marché en Europe a pris environ 10% aujourd'hui. Nicolas Decaux, gérant chez Clarton Associés, était l'invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.